Dans l'industrie automobile, certains viennent tout juste de commencer, tandis que d'autres ont déjà quelques années, mais certains sont assez vieux pour avoir été oubliés. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter 3 histoires d'hypercars disparus. Tout commence avec un gars du nom de Dan Panos, d'origine italienne et immigré aux États-Unis. Il se lance dans l'industrie pharmaceutique après l'armée et finit quelques années après avec 3 pharmacies. En 1961, il cofonde les laboratoires Mylan avec Milan Pulskar et invente le patch médicinal à diffusion lente. Mais Pulskar refuse d'aller plus loin et donne quitte tout en 1969. Il s'installe en Irlande et crée Elan Corporation. Pour l'anecdote, la société détient toujours les brevets mondiaux du patch à la nicotine. Il en deviendra même milliardaire et réalisera l'un de ses plus grands rêves, partager sa passion automobile avec son fils. Et ça tombe bien, son fils Dan Panos avait déjà commencé sa carrière dans le monde automobile, et plus précisément dans la société Thomson Motor Company, un constructeur irlandais qui cherchait à créer la remplaçante de la Lotus 7. Malheureusement, la société ferme en 1988, mais Dan voit l'opportunité de la reprendre pour lancer sa propre marque. Et en 1989, la société Panos Automobile est créée officiellement. 2 ans après la naissance de Panos, le premier modèle fait ses débuts, la Panos Roadster. En gros, ils améliorent une voiture conçue par Mike Murphy et Sean Thompson, ingénieurs chez Thomson Motor Company, et lui grefferont un V8 5 litres d'origine Ford de 225 chevaux. Construite au nord d'Atlanta en Géorgie, mais pour Don Panos, c'est pas assez, il veut passer au stade supérieur. En 1997, Don monte une écurie de course et veut engager une voiture qui pourrait courir contre les Mercedes LK GTR, McLaren F1 et Porsche 911 GT1. Mais par contre, il veut pas faire comme les autres, avec des voitures à moteur central arrière. Panos existe principalement pour l'innovation. Du coup, Don Panos a l'idée de faire une voiture du Mans à moteur central avant pour une meilleure répartition des masses. Pour la concevoir, il se rapprochera de la société Reinhardt Motorsport, une société britannique bien connue pour fabriquer des voitures de compétition. Elle s'appellera Panos Espérante GTR1. Designée par Nicolas Halouk, elle sera équipée d'un V8 6 litres atmosphérique de 600 chevaux pour un poids de 900 kg. Dérivé du NASCAR, l'objectif est de courir aux 24 heures du Mans en catégorie GT1. Sur le plan de base, il fallait faire 25 exemplaires road légal de la version de course. Cependant, Panos avait trouvé une faille dans le règlement. En gros, de 1996 à 1997, la FIA avait assoupli les règles sur les homologations. Et au final, si tu faisais un exemplaire road légal, tu pouvais engager ta voiture en compétition GT1. Je précise qu'ils ont rajouté des clignotants et 2-3 petites babioles pour montrer que ça allait sur la route, sinon c'est totalement celle du Mans. En 1997, elle fait ses débuts en compétition aux 24 heures du Mans et aux 2 heures de Sebring. Aucune des voitures engagées finira à la première place, mais tout de même quelques GTR1 remportent leur première course à Road Atlanta. L'année d'après, la GTR1 sera allongée pour des questions aérodynamiques. Une des deux arrivera 7ème. En 1999, Panos engage la LMP1 Roadster S, une version barquette de la GTR1. Les 2 voitures engagées au Mans arriveront 7ème et 11ème. Au final, Panos n'aura jamais particulièrement gagné de grandes courses style 24 heures du Mans ou autre, mais ça ne suffira pas. Ils auront fait presque toutes les catégories avec pas mal de modèles. En 2010, Dan Panos présente aux 24 heures du Mans la Panos Abruzzi Spirit of Le Mans. Elle possède un V8 de 600 chevaux pour une boîte méca à 6 rapports. Elle sera invitée à participer au Petit Le Mans à Road Atlanta en Géorgie, une course inspirée des 24 heures du Mans. Il devait en produire 80 exemplaires en hommage à la 81e édition des 24 heures du Mans en 2013 qu'il devait faire. Elle devait faire aussi les 12 heures de Sebring, mais au final elle ne gagnera aucune course et ils en feront qu'un exemplaire. En 2017, Panos présentera la Avezzano et l'engagera en GT4. Elle fera tout de même de bons scores jusqu'à finir première sur certaines courses, mais en 2018, il se passera 2 choses pour Panos. Même avec quelques victoires, ils décideront d'arrêter la compétition et en même temps, le 11 septembre 2018, Don Panos décédera à l'âge de 83 ans. Qu'est-ce qui reste de Panos aujourd'hui? Son fils gère toujours la société, mais ils ne vendent plus que des voitures pour la route. Et pour les Panos GTR1, quelques propriétaires passionnés les font encore rouler. Au niveau de la compétition et de leur réputation, au final, c'est fini. Donc voilà pour la première histoire. Bon, ça se finit pas particulièrement bien, mais par rapport aux 2 prochaines histoires, ça va. On commence en 1962 où la société Lotek GmbH sera fondée en Allemagne par Kurt Lauterschmidt. En 1969, l'entreprise commence à construire des voitures de course comme la Lotek M1C, qui sera engagée dans les années 80. Plusieurs prototypes du groupe C motorisés par BMW et Mercedes, ou des préparations comme la Mercedes 300 CE, qui possède un 6 cylindres en ligne M103 3 litres de 354 chevaux. En 1983, Lotek commence à créer des pièces de rechange, des pièces aérodynamiques et de performance pour Mercedes
Mercedes-Benz, tout en proposant des préparations assez délirantes à des propriétaires Mercedes, Porsche ou Ferrari. Par exemple, début des années 90, Lotec passe à la vitesse supérieure. Ils commenceront à faire des one-of-one bien délirants. En 1989, Lotec fait avec Ferrari sur base de Testarossa la Colali Testa Doro, un concept assez particulier mais qui fait tout de même 750 chevaux. Mais en 1991, Lotec sort un véritable monstre de ses usines, la Ferrari Testarossa TT1000. Équipé d'un 12 cylindres à plat turbo de 750 chevaux, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 8 pour une Vmax de 350 km/h. Le problème, c'est qu'elle est trop violente et ils vont revoir un petit peu la chose. Ils remplaceront le turbo par deux turbines qui en gros rend le moteur beaucoup plus progressif, mais surtout elle passe d'un moteur de 750 chevaux à 1000 chevaux pour 1100 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes pour une Vmax de 370 km/h. Et ils en produiront seulement que 3 exemplaires. En 1990, Lotec se fait passer une commande très spéciale par un homme d'affaires d'Abu Dhabi dans l'industrie pétrolière. Il veut une voiture unique, fabriquée à la main et extrêmement rapide. Mais surtout une auto qui pourrait rivaliser des voitures de compétition tout en restant utilisable sur la route. Ils prendront en tout 5 ans pour la fabriquer et elle sera finie en 1995. Elle aura coûté plus de 3,4 millions de dollars, soit 6,2 millions d'euros en 2025. Produite qu'à un seul exemplaire avec une approche plus proche d'une voiture du groupe C qu'une supercar classique. Son nom, la C1000, et son utilisation intensive de carbone, d'où le C. Résultat final, un V8 5,6 litres biturbo Garrett de 1000 chevaux d'origine Mercedes, qui plus officiellement avec les technologies d'aujourd'hui ferait 854 chevaux. Une boîte manuelle à 5 rapports pour un poids de 1080 kg. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 2 pour une Vmax de 431 km/h. Et pour Lotec, c'est pas fini. Début des années 90, Lotec avait commencé un projet d'hypercar ultra performante. Ils voulaient la faire en petite production, sauf que le développement était tellement long et ça coûtait tellement cher qu'au final, ils en feront qu'un exemplaire. Elle sera finie en 2001 et elle sera baptisée Sirius. Référence à l'étoile Sirius ou baptisée selon les experts Alpha Canis Majoris, elle symbolise la puissance, la brillance et l'excellence. Elle sera équipée d'un V12 6 litres toujours d'origine Mercedes qui, pour l'anecdote, est le même moteur que la Pagani Zonda. Elle possède deux turbos KKK qui sortent à la fin 1000 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 3,8 secondes pour une Vmax de 370 km/h. En termes de prix, elle serait plus ou moins inestimable. Mais selon les sources, si elle aurait été en production, elle aurait coûté plus de 500 000 $. Et à l'heure actuelle, vu qu'elle a été vendue plusieurs fois dans des ventes aux enchères, elle serait dans les alentours des 1,5 million de $. Entre 2008 et 2009, Lotec avait essayé de faire revivre la Sirius sous forme améliorée, surtout au niveau du design et de la performance. Ça n'a pas abouti du tout. Mais en 2025, où est Lotec ? La marque n'a pas coulé, mais elle se fait discrète. Elle continuerait de produire des pièces de compétition et de haute performance, mais elle s'est fait totalement oublier. Voilà pour la deuxième histoire. On va directement enchaîner sur la troisième histoire, qui est peut-être plus courte, mais beaucoup plus intense. Tout commence avec un gars du nom de Nikolai Fomenko, animateur de télé et ancien pilote. Il sera accompagné d'Andrew Tcheklausko et Efim Oskarowski. De base, quand ils ont commencé à dessiner les premiers croquis, elle était censée être comme la Lotus Elise, une petite voiture compacte. Cependant, les concepteurs ont vu que ça n'allait pas être de grande popularité d'acheter ce genre de voiture en Russie, vu que la mentalité, c'est plus des grosses voitures. En 2007, Marussia Motor est fondée. Le but est de faire une sportive à partir de 100 000 € qui se vendrait à plus de 3000 exemplaires par an. Ils dévoileront le 16 décembre 2008 au Salon de Moscou leur première auto, la Marussia B1. Équipée d'un V8 3,5 litres Atmo de 300 chevaux, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 2 pour une Vmax de 350 km/h. Et elle sera en partie développée par Cosworth. Ils avaient prévu d'en faire 500, cependant ça s'est tellement pas vendu qu'au final ils en feront moins de 10. Mais ils s'arrêtent pas là, ils présentent une version restylée de la B1 avec des lignes plus agressives. En septembre 2009 au salon de Francfort, ils présentent la Marussia B2. Équipée d'un V6 2,8 litres turbo de 420 chevaux pour une Vmax de 310 km/h, elle sera fabriquée en partenariat avec Hamley Automobile en Finlande. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. C'est la même chose, ils étaient censés en faire 500, au final il y en a moins de 10 qui se sont vendus. Le 2 mai 2010, Marussia présente le Marussia F2. Il était censé être décliné en version militaire et en véhicule d'urgence. Et là ils feront mieux par rapport aux deux autres hypercars, au final ça restera qu'un prototype. À un exemplaire. Pour améliorer son image, Marussia investira 40% dans l'écurie de Formule 1 Virgin Racing. Mais en 2012, ils rachèteront l'écurie à 100% pour la renommer Marussia F1 Team. L'objectif est d'améliorer l'image de la marque et d'attirer des investisseurs. Résultat final, ils ne gagneront pas plus que ça, et pour l'anecdote, 2014, ils finiront à la 10e place, et Marussia a décroché assez de points pour renflouer les caisses. Mais sinon t'oublies, en 2014, Marussia Motor dépose le bilan, et c'est fini. L'écurie de course survivra jusqu'en 2015, où elle fermera pour difficulté
actualité financière, mais surtout ce qui s'est passé au Japon le 5 octobre 2014, où Jules Bianchi perdra la vie dans une monoplace de Marussia. Mais pour Marussia, c'est pas fini, Rusinov, un ancien pilote de la marque, a réuni une partie de l'équipe technique pour créer la marque Rossa-Car. L'objectif est de développer une nouvelle supercar russe. Elle s'appelle la Rossa LMGT, elle est équipée d'un V10 5 litres 2 de 680 chevaux, pour un 0 à 100 en 3 secondes 2 et une Vmax de 380 km/h. Donc voilà, c'est la fin de ces 3 histoires. Si tu les as aimées, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, même si tu sais pas trop quoi commenter, mais quand même quelque chose, ça m'aide énormément et ça me donne de la force. Et surtout, le plus important, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de mettre la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos à venir. Je te souhaite une bonne soirée, allez, ciao! Oskarowski.